Le sport ne forge pas le caractère, il le révèle. C'est cette conviction, ce mantra qui m'anime depuis des décennies, sur les terrains d'entraînement comme dans la vie. Et c'est aussi ce qui donne vie à ce podcast. Aller à la rencontre de celles et ceux qui, par leur parcours, leurs astuces et leur état d'esprit, nous montrent comment devenir triathlète, comment progresser et enfin comment performer en triathlon. Que nos invités soient des passionnés du dimanche, des amateurs éclairés ou des pros aguerris, chacun apporte sa pierre à l'édifice. Leurs expériences, leurs échecs, leurs victoires, c'est une mine d'or pour débloquer vos propres objectifs. Prêt à plonger ? Suivez le guide, ou plutôt suivez les guides. Et avant de commencer, un petit rappel. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux du podcast et sur votre appli préférée pour partager vos retours, vos questions ou simplement un petit mot d'encouragement. Tout est aussi sur devenirtriathlète.com. Les ressources de l'épisode, les bios des invités et bien plus pour booster votre pratique. Bonne écoute et surtout, bon entraînement. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. Aujourd'hui, je vais pouvoir échanger avec un coach de triathlon, mais pas que, qui m'a été recommandé par une des invitées du podcast avec qui on échange presque au quotidien en ce moment. Je suis très heureux de tendre le micro à Nicolas Martin. Salut Nico. Salut l'équipe, salut Armano, c'est un honneur d'être là, ça fait plaisir. Bah écoute, c'est un honneur pour moi de pouvoir te recevoir, de pouvoir te parler depuis le temps que Clarisse me dit allez, va parler avec Nico, tu vas voir, il est cool. Bah écoute, ça va être l'occasion d'apprendre à te connaître, à comprendre un petit peu comment est-ce que tu fonctionnes et puis que tu nous aides à comprendre pourquoi est-ce que Clarisse, elle en peut plus. Elle me dit qu'il faut absolument que je te parle. Peut-être en introduction, je te laisse te présenter, nous dire qui est Nicolas Martin. Alors Nicolas, c'est bien le prénom et Martin, le nom de famille. D'ailleurs, je crois que vous êtes plusieurs Nico Martin dans le monde du sport, du trail, du triathlon et autres, non ? Ouais, carrément. Donc c'est bien Nicolas le prénom, oui. Pas se tromper là-dessus, c'est très grave. Effectivement, j'ai des homonymes. Bon, ils sont tous moins bons que moi, évidemment. Non, en toute humilité, évidemment, il y a des grosses machines de guerre qui s'appellent Nicolas Martin aussi, dont un en trail en particulier, qui a un niveau international. Donc, je l'ai jamais rencontré. Je sais pas si lui, il me connaît, mais moi, je le connais, ouais. Et toi, justement, plutôt trail, plutôt triathlon, plutôt d'autres sports. Tu viens d'où à la base ? Moi, je suis pas triathlète de naissance, on va dire. J'ai touché un peu à tout quand j'étais jeune. J'ai commencé par le basket pendant un paquet d'années. À l'époque, j'étais petit d'ailleurs. C'était vraiment un frein. J'ai eu ensuite une petite maladie de croissance au genou. Donc j'ai grandi et ensuite j'ai arrêté de faire du basket, chercher l'erreur. Mais ça m'a quand même appris beaucoup de choses, je pense, le basket. Et déjà à l'époque, même dans le collectif, bien sûr qu'une victoire de match, ça m'importait. Mais j'aimais bien, enfin, j'étais déjà content de moi quand je faisais un match personnellement correct. Si l'équipe gagnait, mais que moi j'avais joué 3 minutes et que j'avais mis un panier, bah... Déjà, j'étais un peu déçu et je pense que j'étais ambitieux et j'avais déjà à cette époque-là, sans m'en rendre compte, un peu envie de sport peut-être plus individuel où on maîtrise plus de choses, quoi. Après le basket, du coup, je suis tombé comme tout bon Martin qui se respecte. On m'a balancé à la flotte quand j'étais petit et du coup, pendant des années, j'ai été plus ou moins obligé de nager le vendredi avec mon père. C'était pas forcément une partie de plaisir, ça me faisait pas rigoler plus que ça de nager. Il faisait froid, on faisait des longueurs, on devait tricher un peu de temps en temps, mais voilà, j'y allais, je mettais de la bonne volonté et ça me faisait du bien, je pense. Jusqu'au jour où mon père m'a dit y a une nouvelle piscine à Gonfreville, il y a un nouveau coach et tu vas y aller. Et ça m'a un peu plongé dans le grand bain justement, mais en fait je suis un peu tombé dans le jeu, quoi. Et je trouve que en natation tu peux pas trop faire à moitié, sinon ça marche pas parce que c'est hyper technique. Tu perds très vite tes progrès. Le coach de l'époque, Loïc pour ne pas le nommer, était je sais pas, il m'a fait rêver en fait. J'ai eu aussi des idoles de l'époque qui m'ont fait rêver encore plus. Et ouais, je suis un peu tombé dedans à me mettre à nager de plus en plus, même si j'ai jamais suffisamment nagé, j'estime. Mais je suis tombé dans la passion pour la performance, le dépassement de soi, etc. Et jusqu'au jour où la natation, ça m'a un peu lassé. Je trouve que c'est à la fois un sport
addictif et passionnant. Enfin, en termes de sensations, tant qu'on n'y a pas goûté, on peut pas comprendre, mais c'est un peu unique, je trouve, de glisser, enfin de sentir son corps glisser sur l'eau quand on commence à être un peu une machine à son niveau, hein, mais en fin de saison, c'est vraiment sympa comme sensation, quoi. Et sauf que à la fois, la contrepartie de ça, c'est que c'est un peu ingrat et que le jour où tu t'investis, tu nages tous les jours et que tes chronos descendent pas et que tu te qualifies pas forcément à des compètes de ouf, bah tu te dis en fait qu'est-ce que je fais là, pourquoi je fais tout ça, je m'amuse pas tant que ça et j'ai eu envie de renouveau. C'est arrivé plein de fois dans bon, je pense qu'on peut dire carrière quand même maintenant, mais du coup après le basket, après la natation, où il y avait un gars qui nageait à la piscine tous les jours, pas dans notre ligne, hein, mais il s'appelait Jérôme, Feu Jérôme d'ailleurs, autre histoire, mais je lui en rends hommage à l'occasion. Mais c'est lui qui m'a donné envie de faire du triathlon. Il nageait tous les jours, il me racontait tout le temps ses histoires de triathlon, d'Ironman, tout ça. À l'époque, je me disais, mais c'est vraiment un énorme cinglé. Ça me faisait rêver, hein, encore une fois, mais du coup, pour rebondir sur ta question du départ, je pense que je suis un rêveur à la base, passionné par l'aventure, la performance, le sport, la nature. Et bah, ça résonne clairement ces mots-là avec le triathlon. Donc, après la natation, suite à Jérôme, je me suis dit, bah, je crois qu'il faut que je me lance, quoi. Et je regrette pas du tout. Et t'avais quel âge à cette époque-là? J'en ai fait un. J'ai commencé le tri à 20 ans. Ouais, donc t'es pas tout jeune, enfin t'as pas commencé tout jeune dans le triathlon. Après, avec un passé de nageur, il y avait, je pense quand même un peu moins de travail que d'autres sportifs. Tu avais fait du basket, donc tu savais déjà un petit peu courir, l'intensité tu connaissais, donc on va peut-être dérouler un petit peu tout ça, mais juste pour planter le contexte, tout à l'heure tu parlais de Gonfreville, donc Gonfreville-Lorcher, qui est une ville à côté du Havre. Pour ceux qui sont à peu près de la même génération que moi, le fameux ESMGO, le club de Gonfreville-Lorcher à côté du Havre, c'était quand même un club de légende dans le triathlon, en tout cas dans les années 95, 2000, 2005. Est-ce que toi, ça a joué un petit peu sur ton envie de passer de la ligne des nageurs à la ligne des triathlètes, au-delà de cette rencontre avec Jérôme qui te racontait un petit peu tout ce qu'il faisait dans le triathlon et puis cette impression d'aventure, cette envie d'aller voir à côté? Est-ce qu'il y avait aussi l'aura du club de Gonfreville qui pesait là-dessus et qui a aidé à faire cette transition? Je dirais oui et non. À l'époque, je suivais pas trop en termes de résultats, de médias, etc. Le triathlon, j'y connaissais pas grand-chose, à part que c'était 3 sports enchaînés et qu'effectivement le triathlon nageait parfois dans des lignes à côté. Mais c'est sans aucune critique, hein, c'est un club que j'aime, mais c'est pas spécifiquement grâce à eux ou en voyant les triathlètes nager que je me suis dit oh ça a l'air trop bien. Je pense que c'est plutôt quand on voit des événements extérieurs avec des grosses compètes où il y a un cadre exceptionnel et parfois même un peu de spectacle où là ça donne envie, on se projette dans des aventures. Mais oui, quand même, je savais que déjà j'étais quand même licencié au club dans la partie natation. C'est un club que j'apprécie depuis longtemps et je savais qu'ils avaient une division de haut niveau. Alors c'était plus en duathlon, du coup que je connaissais peu, mais je savais qu'elle existait, quoi. Et souvent, j'ai déjà eu l'occasion de faire des stages entre triathlètes où on partageait ce stage avec des nageurs et des nageuses. Et souvent, la transition de la natation à un autre sport s'avère pas toujours facile. Moi, je me souviens de ces moments où on se mélangeait avec les nageurs. Forcément, quand on était dans l'eau, ils nous mettaient quelques secondes, peut-être parfois quelques minutes. Par contre, après, dans le cadre de ce stage, on essayait de croiser un peu, on faisait de la PPG, on faisait un peu de course à pied, pas grand-chose, hein, on faisait des petites sorties de 5-10 km. Et là, les nageurs étaient complètement à la pêche. Ce qui peut se comprendre, c'était pas leur sport. Toi, comment est-ce que tu as fait cette transition de la natation au triathlon? Tu as continué à nager beaucoup et puis de temps en temps, tu allais courir, rouler ou tu es vraiment rentré dans une dynamique et puis il a fallu, entre guillemets, que tu réapprennes tout? Ça s'est vraiment fait par étapes. En fait, moi, c'est plus... donc, il y a eu Jérôme, mais il y a eu aussi mes amis qui m'ont poussé à faire du tri parce que, du coup, je savais courir correctement grâce au basket. Je nageais par rapport à des triathlètes très bien.
Par contre, le vélo, c'était découverte totale pour moi. Enfin, et c'est notamment un été où on avait emmené nos VTT en vacances avec nos copains. Dans mes copains, il y a des bons cyclistes, très bons même maintenant. Et à l'époque, moi je faisais jamais de vélo. On était allé faire un col en fin de journée pour rigoler et il m'avait dit mais t'as jamais fait de vélo, tu te débrouilles super bien. Franchement, faudrait que tu fonces dans le tri et que t'essayes parce que il y aurait sûrement moyen d'aller chercher quelque chose quoi. Donc ça m'a un peu incité. Et puis aussi le fait de découvrir le vélo, je me suis rendu compte que c'était sympa quoi. Par rapport justement au cadre fermé de la natation où t'as la tronche dans l'eau et tu t'amuses pas trop. Le vélo, tu discutes, tu rigoles, tu vois du paysage, t'as des sensations super aussi, quoi. Donc ça s'est fait au début progressivement. J'ai continué à nager beaucoup parce que j'aimais ça et que je voulais pas trop perdre. C'est aussi par peur. Quand tu dis nager beaucoup, c'est quoi? C'était tous les jours? C'était une fois, deux fois, trois fois par jour? Ou c'était un peu moins souvent? La première année ou les 2-3 premières années, je continuais à nager 4 fois, je dirais. Donc ce qui est peu et pas beau, enfin tout est relatif. Hein. Il y en a qui vont dire c'est rien 4 fois et il y en a qui vont se dire c'est énorme. J'avais beaucoup de mal en vélo parce que ça restait une découverte et un point faible. Du coup, je roulais pas mal tout seul au début et je détestais ça parce qu'à chaque fois que je roulais, j'avais mal aux jambes, comme tout bon nageur qui a pas de jambes. Et je me disais mais c'est horrible ce sport, t'es tout le temps en prise. Chez nous, il y a beaucoup de vent. Vraiment, je détestais ça, donc j'en faisais pas du tout assez. Et courir, bah, ça allait, j'allais un peu avec mes parents, je faisais un ou deux footings. Et puis après, au fur et à mesure que tu es dans la quête de la performance, tu te rends compte de l'importance du vélo dans le triathlon. Et tu te dis, là, il va bien falloir un moment que je me la colle parce que sinon, j'aurais jamais ce que je veux, quoi. Bah, c'est sûr, quand tu regardes même sur l'aspect temps passé dans un sport, la natation, c'est là où tu passes le moins de temps. Le vélo, c'est là où tu en passes le plus. Puis la course à pied, tu es entre les deux, quoi, en termes de répartition sur les trois disciplines. Bon, après, ça dépend comment tu finis ton Ironman. Il y en a qui mettent autant de temps pour faire le marathon qu'ils ont mis pour faire les 180 bornes en vélo. Mais ça, c'est autre chose. Mais, et du coup, là, à ce moment-là, quand tu commences à changer de sport, pardon, au profit du triathlon, tu continues à nager beaucoup, parce que 4 fois par semaine, sachant que tu faisais d'autres sports à côté, c'est quand même déjà pas mal. À ce moment-là, tu fais quoi? Tu es en études, tu travailles, comment tu t'organises aussi pour réussir à caler tout ça? Ouais, c'est vrai que j'ai pas du tout parlé de l'aspect pro, mais effectivement, ça s'est avéré tomber pile poil au moment de mes débuts d'études, en fait. Ça fait partie des messages que j'aimerais porter, mais je pense qu'il faut rester ouvert aux conseils, donc les entendre, mais ne pas forcément les écouter parce que dans vos vies, vous entendrez beaucoup de gens qui vont même essayer de vous freiner, volontairement ou pas. Et il y en a plein qui diront beaucoup de conneries et il faudra surtout pas les écouter. Donc moi, on m'a dit depuis longtemps, mais surtout à ce moment-là où tu commences tes études, on te dit non mais Nico, tu te mets dans le triathlon, tu vas pas pouvoir t'entraîner beaucoup. Enfin moi du coup c'est la marine marchande que j'ai fait, donc école d'ingénieur, une année de prépa avec un concours à la fin. Même le discours du directeur à l'entrée, c'est vous aurez pas beaucoup de temps libre, va falloir cravacher, ça va être dur, machin. Et finalement, c'est les années où je me suis le plus entraîné de ma vie, et puis ça m'a pas empêché d'aller au championnat du monde sans me jeter de fleurs, mais c'est juste pour dire que si on veut, ça dépend des études, ok, hein, faut nuancer, mais si avec de la bonne volonté et de l'organisation, etc., faut pas forcément écouter ce qu'on vous dit. Et le fait de faire des études, ça veut pas forcément dire tout arrêter et puis avoir de vie sportive, quoi. Au contraire. Ouais, donc je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont dans ce cas-là, soit qui se mettent à fond dans le sport, soit qui découvrent le sport parce qu'ils arrivent à mieux l'autre balancer quand ils sont en études, le temps d'études, le temps pour le sport et puis éventuellement le temps pour autre chose et notamment la vie sociale, quoi. Et tu vois, c'est marrant, je croyais que tu allais me dire, moi j'ai fait STAPS, donc le triathlon c'était top. Non, c'est vrai que tu es parti sur quelque chose de complètement différent qui n'a rien à voir avec le sport à la base. Ouais, tout à fait. En fait, on m'a bien vendu le truc à l'époque. Donc, je suis officier de la marine comme formation initiale, du coup, et ingénieur. Et à l'époque, je savais pas trop ce que je voulais faire en fin de lycée.
comme beaucoup, je pense, mais c'est vraiment pas facile de savoir ce qu'on veut faire dans quelques années comme métier toute la journée. C'est vraiment pas évident, je trouve. Et moi, les quelques personnes qui m'ont parlé de cette formation-là, ils m'ont dit, mais en fait, en gros, hein, je caricature, mais ton bureau, c'est la mer, tu voyages, tu as un métier qui est passionnant, parce que naviguer, c'est quand même quelque chose qui est hyper intéressant pour plein de raisons, et tu gagnes bien ta vie, et tu as autant de vacances que tu travailles. Donc quand on dit ça à 18 ans, tu te dis, bah, qu'est-ce qui m'empêche de faire ça, franchement ? Donc j'ai foncé, et puis bon, après j'ai appris à me rendre compte de la réalité. Mais, Bah, vas-y, on en parle. C'est quoi la réalité si jamais il y en a qui sont intéressés ou encore une fois, certains ou certaines à qui on donne ces fameux conseils, où est la limite entre ce qu'on raconte ou les conseils qu'on donne, la vérité et la réalité, la manière dont toi tu l'as perçue? c'est une question compliquée. Ça dépend vraiment de ce qu'on veut dans la vie. Cette formation-là, elle est très riche, elle est hyper intéressante. Je regrette pas du tout de l'avoir faite, vraiment. Par contre, le fait d'embarquer notamment au long cours, donc c'est-à-dire tu pars en mer pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, voire plus, c'est, je vais pas le cacher, très compliqué si tu vises de la performance, et notamment en triathlon où c'est hyper chronophage. Je pense que c'est très compliqué de faire du tri à haut niveau et partir 3 mois en mer où tu fais des quarts, tu bosses la nuit, tu manges pas forcément bien, t'as pas d'équipement à bord ou peu. Voilà, faut être honnête, quoi. Ouais, mais les bateaux de la marine marchande, ils sont grands. Enfin, les navires sont grands, donc tu peux courir le long du pont, non? Non, ça te fait pas une séance de 30 bornes? Ah, ça va peut-être encore évoluer, hein. C'est possible. Mais en tout cas, de mon expérience, tu es vu comme un extraterrestre quand tu prends tes baskets pour courir sur le pont. J'ai même tenté l'expérience home trainer, donc j'avais embarqué avec mon home trainer et les gens me regardaient. J'étais très mal à l'aise, pardon. Donc je l'ai fait quand même, mais ouais, c'est difficile, on va dire. Ouais, et cette époque marine marchande, ça se prolonge pendant combien de temps jusqu'à ce que tu switches et tu te mettes vraiment à fond dans le triathlon? En fait, ça s'est fait parallèlement pendant les études. J'ai augmenté mon volume de tri en même temps que les études. Moi, j'ai quand même souvent pour ambition d'aller au bout, donc je voulais passer mes diplômes dans tous les cas, naviguer ensuite. J'espérais trouver un bon compromis parce qu'il y a aussi des navigations plus courtes qui te permettent d'avoir un rythme, par exemple 7 jours embarqué, 7 jours repos, c'est déjà plus jouable en termes de triathlon. Donc je visais plutôt des carrières comme ça. Donc je suis allé au bout et c'est la dernière année de l'hydro que je me suis qualifié pour Hawaï et que ça a été un peu un tremplin qui m'a poussé vers le tri, on va dire. Ouais, quand tu vas à Hawaï, t'es déjà bien poussé dans le tri, non? C'est ce qui est étonnant, mais en fait j'étais vraiment un amateur plus. Du coup c'était en 2018. Je considère qu'en termes d'entraînement c'était pas du tout encore structuré. On faisait des grosses sorties avec un pote en vélo, je courais un peu comme ça. J'avais pas vraiment de fractionné, de notion de zone, de physio, de nutrition, de quoi que ce soit. Je continuais à nager, je sentais que je progressais, hein. Mais en gros, c'est mon père qui m'a poussé à m'inscrire à Nice avec lui cette année-là, au triathlon de Nice, enfin l'Ironman du coup, 2018. J'avais pour rêve, encore une fois, parce que je pense que c'est important de rêver, de me qualifier à Hawaï, mais bon, voilà. Je me disais que c'était quasi impossible et on verrait bien, mais ce serait la grande surprise, quoi. Et sauf que c'est arrivé, en fait. Donc, du coup, ça fait quoi? Ça te fait 4-5 ans de pratique de triathlon avant d'aller vraiment te jauger à Nice et là de te qualifier? Ouais, c'est ça. En fait, je dirais que mes premières années, c'était un peu charlot, quoi, comme on dit chez nous. Mais je faisais du tri, mais je faisais beaucoup de nattes, un peu de vélo, un peu de course, puis je m'inscrivais à quelques courses comme ça, mais on va pas dire qu'il y avait des grosses ambitions ou quoi que ce soit. C'était plus par défi et puis parce que j'aimais ça. Et après, par contre, quand on s'est inscrit à Nice, là je me suis dit, j'en avais déjà fait un 2015 où j'ai ramassé comme jamais. Donc je me suis dit, là, faut que je me prépare sérieusement, beaucoup mieux. Et même si c'était pas du tout autant structuré que ça l'a été par la suite, c'était quand même une prépa plus poussée avec un volume sérieux et ça m'a permis de faire une performance
je pense, sans me jeter des fleurs, mais très honorable pour un premier Ironman sérieux, quoi. Et ça représentait, ça ressemblait à quoi, justement, cette prépa plus structurée, mais pas encore aussi structurée ce que tu as mis en place après? J'ai osé mettre l'accent sur mes vrais points faibles. Donc le vélo, Nice, il y a 2000 de dénivelé sur les 180. Si tu fais pas de côte, que tu roules 2 heures la semaine et que tu continues à nager, c'est sûr et certain que tu vas prendre une grosse claque, hein. Donc je me suis dit, c'est hors de question de revivre ça. J'ai roulé beaucoup plus. On a fait des longues sorties avec Emeric, mon copain là. Ça m'avait beaucoup aidé à l'époque. Et on a surtout fait un gros stage en mai de reconnaissance. Lui, il m'a vraiment aidé à me sortir complètement de ma zone de confort. J'aurais jamais fait ce que j'ai fait sans lui. On a fait l'arco complète du parcours dans la semaine, comme ça, du jour au lendemain. Il m'a dit, demain, on fait l'arco, 175 bornes. Moi, j'avais jamais fait plus que... Je sais pas trop à l'époque. Si, pour rigoler, j'avais déjà fait plus, mais ça me faisait peur, quoi, de faire une reco comme ça du jour au lendemain. Je me disais, mais je vais te fracasser. Enfin... Et puis on a fait ça un jour dans la semaine. Le lendemain, on est reparti faire 150 ou on a fait même encore plus. Enfin, vraiment, ça a été une semaine énorme. Et là, ça m'a rassuré. Je me suis dit, bon, t'as quand même fait des sacrés volumes en vélo. Tu sais monter. Techniquement, t'as progressé. Tu sais descendre. Maintenant, il faut allonger et continuer à être sérieux. Et puis, ça devrait passer, quoi. Donc là, on l'a bien compris. Cette année-là, en juin 2018, ça passe à Nice. Du coup, tu t'es qualifié pour pour Hawaï 2018 ou pour Hawaï 2019? C'est là que tout est allé très vite. Mais en fait, Nice, c'était fin juin 2018. Je finis en 10h11. J'avais même pas trop... J'ai eu quelques supporters sur place, hein. Il y avait ma sœur, ma copine et mon père, du coup. Mais j'avais pas trop d'infos sur où j'en étais. Je savais juste que je me sentais bien, quoi. Mais en termes de place, etc., aucune idée, hein. Et je finis en 10h11, premier, et je me qualifie. Et le soir même, faut sortir la carte bleue, évidemment, parce que c'est Ironman. Et on me demande, est-ce que tu veux aller à Hawaï en octobre? Et là, tu calcules, je vais pas dire non, comme tout triathlète qui se respecte, j'ai foncé, quoi, mais ça laisse peu de temps. Là, ça te laisse peu de temps. Donc, en gros, tu considères 2 semaines pour récupérer de Nice, avec une petite semaine où tu reprends tout doucement, une petite semaine où tu fais vraiment pas grand-chose. Puis après, tu commences à remettre le couvert. Donc là, tu es parti, tu as 3 mois de prépa. Tu enlèves les 2 semaines d'affûtage. Donc finalement, il te reste 2 mois et demi pour te préparer. Comment tu te reprépares sur une deuxième échéance Ironman alors que c'était ton premier? C'est pas comme si tu en avais déjà fait 10 et où il y a des années où tu en as fait 2 ou 3. Là, tu en as fait un et 3 mois après, tu vas en faire un deuxième et pas n'importe lequel en plus. Donc comment tu prépares ça? Ça a été déstabilisant à l'époque, surtout. Maintenant, je donnerais pas du tout les mêmes conseils et je suis beaucoup plus expert en la matière, on va dire, je pense. Mais à l'époque, en fait, c'était la découverte, quoi. Je me suis débrouillé comme j'ai pu. Je me suis dit, effectivement, faut impérativement récupérer parce que j'étais jeune, que c'était les premières expériences comme ça. Mais en plus, on avait réservé un voyage 1 mois en Indonésie avec ma famille cet été-là, donc j'allais pas annuler. Donc j'y suis allé sans vélo. C'était pas du tout l'idéal pour une prépa d'Ironman, encore une fois. Mais j'ai essayé de faire ce qu'il fallait avant, limiter la casse pendant mon voyage, me ressourcer et tout. Ça m'a aidé à récupérer, je pense, et à me faire plaisir. Je pense que ça reste essentiel dans sa pratique, peu importe ses ambitions. Et par contre, en septembre, j'ai vraiment mis le paquet. J'ai demandé conseil à un expert du triathlon quand même, c'est Anthony Leduet. Je pense qu'il y a un paquet de gens qui le connaissent, mais localement, en tout cas, il est très connu, plus sur du duathlon. Et du coup, je me suis fié à ses conseils. Il m'a vraiment guidé sur le mois et demi qui restait de prépa. Et puis, du coup, j'ai pu, vu que j'étais bien reposé, refaire... j'aurais plus le compte exact, mais ça a dû faire une dizaine de semaines quand même où tu peux réenquiller un gros volume en vélo, pas trop prendre de risques à pied parce que ça reste le sport, je pense, le plus risqué en termes de blessures et d'impact. Mais en vélo, on peut y aller, quoi. Puis j'ai un peu surfé sur mes acquis de natation.
Ouais, mais attends, il faut que tu m'expliques un truc. Hawaï, on le sait, c'est pas la plus facile des courses. C'est pas la plus difficile, parce que la plus difficile, Cocorico, elle est en France, c'est en brun, même si elle fait pas partie des circuits Ironman. Non, mais plus sérieusement, Hawaï n'est pas la plus difficile, mais c'est pas non plus la plus facile. Et surtout, il y a un élément qui rentre énormément en jeu à Hawaï, c'est le climat. Comment est-ce que, en vivant au Havre, tu te fais 3 mois de prépa pour être prêt à arriver à Hawaï, mais aussi à t'acclimater à la chaleur et aux conditions hawaïennes. Bah alors, même chose, aujourd'hui, je referais pas du tout la même prépa qu'à l'époque parce que je connais beaucoup plus de choses sur le sujet. Mais encore une fois, ça paraît pas loin, hein. Moi, j'ai l'impression que c'était hier, hein, mais à l'époque, j'y connaissais rien. Je savais qu'il faisait chaud à Hawaï, mais je me rendais pas compte d'à quel point j'y suis. Et du coup, j'ai travaillé un peu la chaleur, mais pas spécifiquement. Je me suis pas dit tous les 2 jours, faut que j'aille faire un footing à midi. En plus, en Normandie, de toute façon, même en plein été, il peut très bien faire 18 degrés. Donc la chaleur, en gros, l'idéal, ça aurait été de faire du home trainer en appartement 3 fois la semaine, des choses comme ça. Mais à l'époque, c'était découverte, c'était plaisir. Hawaï, c'était plus un bonus en fait. Je me suis dit, évidemment que je visais la performance parce que c'est un peu ancré en moi, mais je dis pas que j'ai sacrifié ma vie pour être champion du monde là-bas, quoi. J'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'avais à ce moment-là. Donc j'ai fait du volume, j'ai essayé de pas faire d'erreur en termes de charge, je me suis laissé guider, mais si c'était à refaire maintenant, je mettrais beaucoup plus de détails en place pour que ça marche mieux. Et alors justement, Hawaï, comment ça se passe par rapport à Nice? Alors pas forcément en termes de chrono, parce qu'on le sait, tu n'es pas champion du monde à Hawaï, sinon tu serais assis à côté de Sam Laidlow. Mais non, mais plus sérieusement, pas forcément en termes de chrono, mais en termes de toi. Quand tu arrives là-bas, qu'est-ce que tu découvres? Qu'est-ce qui se passe? Comment se passe ta course? Comment tu ressens? Comment tu vis ta course? Et comment tu fais quand tu passes la ligne? Je dirais qu'il y a deux faces à cet endroit et cette course. La première, comme tout le monde le sait, c'est le Graal. C'est incroyable, c'est une expérience d'une vie, vraiment. Moi, j'ai adoré aller là-bas. C'était le rêve d'une vie, hein. Honnêtement, j'étais pas du tout sûr d'y aller un jour. On en parlait avec mes potes pour rigoler, mais voilà. Très vite, finalement, bah, j'ai transformé l'essai, j'ai dû y aller. Sur place, tu te rends compte que t'es un peu au paradis. C'est une île perdue au milieu du Pacifique. Tout est magnifique. L'événement est monumental. T'as des affiches partout, une ambiance de fou. Plus t'approches de l'événement, plus t'as les frissons et tout. Et le jour de la course, c'est indescriptible, quoi. Enfin, déjà, tu flippes bien les jours d'avant. Ça, c'est plus que jamais. Le jour de la course, ouais, c'est des moments que j'oublierai jamais, je pense. Mais je trouve que je me suis très bien débrouillé, encore une fois, pour le novice que j'étais à l'époque. J'ai très bien nagé. Enfin, à mon niveau, encore une fois, hein, je dis pas, hein, Sam Laidlow, il allait plus vite que moi, oui, on est d'accord. Parce qu'il y a toujours des rageux qui critiquent ce qu'on dit, mais je préfère... parenthèse fermée, je préfère Non, le mais dire. sur le podcast Devenir Triathlète, il n'y a pas de rageux, t'inquiète pas, il n'y a que des amoureux du podcast et puis des invités. Et puis, juste pour rebondir, tu disais en intro que toi, t'es pas né triathlète. Sam, il est quand même né triathlète, hein. Il a commencé à faire du triathlon, je pense qu'avant même de savoir nager et parler, non? C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais donc du coup, ouais, j'ai pris plaisir en natte. Pour une natte en mer, j'avais nagé en 55 minutes ou un truc comme ça, donc c'était très correct pour l'époque, avec le peu d'expérience encore une fois. En vélo, bah, c'était la grosse surprise, mais avec beaucoup moins de connaissances que maintenant. J'ai roulé sans capteur de puissance, sans toutes les données aéro que j'ai maintenant, etc. J'ai roulé à 37 de moyenne, donc vu la chaleur, le peu d'acclimatation et tout, j'étais très très content de ma perf de ce moment-là. Et à pied, bon bah forcément ça a été plus compliqué, comme de toute façon la majorité des coureurs là-bas, on l'a vu même pour Sam d'ailleurs, hein, même des athlètes internationaux, les meilleurs du monde, ils en chient à pied, pour le dire clairement. Donc moi, bah comme tout le monde, j'ai fait pareil. Et je dirais que c'est l'erreur que je commettrais pas une deuxième fois si je devais y retourner un jour. C'est que le parcours est très dur, c'est des montées-descentes, il fait extrêmement chaud. Et bon, j'ai limité la casse en finissant en 3,45 le marathon.
mais j'ai dû marcher, j'ai galéré vraiment. À partir du semi, je dirais, c'était une souffrance. Bon, j'ai revécu ça un paquet de fois sur d'autres courses, mais ouais, ça va quand même très très loin, faut le savoir. Ouais, tu m'étonnes. Donc là, on est là, on est en octobre 2018. Tu boucles Hawaï. Je l'ai rapidement dit en intro, mais c'est Clarisse qui m'a suggéré d'échanger avec toi parce que tu es ni coach, tu es son coach. Comment est-ce qu'en 2018, tu te dis, OK, je vais tout miser sur le triathlon et je vais également devenir coach? Ou t'exerçais déjà avant même d'arriver à Hawaï? Ça s'est fait progressivement, encore une fois. Déjà, il a fallu redescendre de mon petit nuage, savoir... En fait, c'est difficile quand ça t'arrive jeune comme ça, de se dire est-ce que je boucle ma carrière là, je passe à autre chose, ou est-ce que c'est vraiment une passion, c'est quelque chose qui me transcende au quotidien et j'ai envie d'aller plus loin, quoi. Parce qu'on peut se dire, au bout de quelques années de pratique, sachant que je considère que moi, mes premières années, c'était pas vraiment du tri, c'était du tourisme. Donc au bout d'une année ou deux de sérieux, c'est dur de se dire est-ce que j'ai vraiment envie de pousser le curseur, d'aller plus loin, ou est-ce que je me dis bon bah c'est bon, je suis allé à Hawaï, j'ai fait le tour et en fait très rapidement je me suis dit non, je suis pas du tout à mon max, je pense que je peux encore progresser dans les 3 disciplines énormément, et du coup c'est un domaine qui m'a passionné dès ce moment-là en fait. Donc j'ai quand même terminé mes études début 2019, j'ai commencé à naviguer, j'ai déchanté. Bon, ce serait long de reparler de tout ça, mais j'ai été un peu déçu du monde de l'entreprise. C'était au moment du Covid, on me l'a bien mis à l'envers, et du coup j'ai cherché un moyen simple de pouvoir allier ma passion pour le sport et un travail qui me libère assez de temps pour pouvoir le faire. Et du coup, je me suis reconverti comme... j'ai profité de ce moment-là du Covid pour passer la formation du DE, du coup, donc de DE coach. Comme diplôme d'État. Ouais, diplôme d'État. Donc, ce qui est très bien, c'est que le Covid, vu qu'on avait beaucoup de temps, ça m'a permis de vachement me renseigner sur comment faire, quelles sont les obligations, où aller, etc. Et en fait, je recommande vraiment, mais... Déjà, petit message, le DE, c'est le seul diplôme qui permet légalement d'avoir le droit de coacher. Donc normalement, tous les néo-coachs qui apparaissent sur les réseaux sociaux tous les 2 jours grâce à Insta, vous êtes bien gentils, mais normalement, il faut une formation pour faire ça. Et du coup, j'ai passé le DE à Vichy, en alternance au club du HAC. Donc j'étais entraîneur au HAC. Et parallèlement, je suivais une formation à Vichy, à peu près en moyenne 1 semaine par mois. Bon, pour ceux qui ne sont pas footeux ou qui ne connaissent pas l'acronyme HAC, c'est Havre Athletic Club. C'est un gros club multisport dans la ville du Havre. Et ils ont notamment une grosse section natation. Ils ont aussi une grosse section triathlon. Il y a des gros nageurs qui viennent du HAC. Ils ont une grosse section football. Ils sont, je sais pas, ils sont en Ligue 1, Ligue 2 ? Non, Ligue 2, le HAC peut-être. Je suis un peu perdu. Eh non, ils sont remontés là, attention. Ah, attention. Donc voilà. Non, j'aime pas le foot comme toi, mais voilà, c'était juste pour faire un peu de sous-titres vu que tu parles du HAC, et puis rendre hommage aussi aux amis normands quand même. Hein. Donc alternance au HAC, donc à la fois tu es entraîneur et à la fois tu suis la formation, ça te demande combien de temps ça ? Eh ben, quasiment 2 ans. Donc à la fois long et pas long, parce que ce qui a été génial pour moi, c'est que j'avais 25 ans et du coup ça m'a permis d'avoir un salaire décent. Parce qu'en alternance, j'étais payé à peu près 1500 par mois, alors que il me semble que les apprentis de moins de 25 ans, c'était genre la moitié, quoi, 800 balles par mois. Donc ça change quand même la donne. Moi, j'avais un peu peur de passer de navigant, un vrai salaire, on va dire, à 25 ans, où j'ai navigué, et pour ne pas le cacher, j'ai gagné aux alentours de 3000 euros. Donc clairement, à 25 ans, c'est énorme. Et passer à 800 balles pendant 2 ans, c'est un peu compliqué, quoi. Ouais, mais tu fais ta passion, c'est ce qu'on va te dire, c'est ce qu'on va te vendre. Ouais, bah, moi j'ai jamais travaillé pour l'argent, sinon je serais resté dans la marine. Hein. mais du coup, ouais, très bonne formation à Vichy, où j'ai retrouvé un gang du futur, comme on dit, avec des passionnés du tri, pratiquants, avec qui j'ai encore contact régulier. J'aimerais bien plus, d'ailleurs, je passe le mot, mais... Ça me ferait plaisir de les revoir plus régulièrement.
parce que c'était des années extraordinaires, encore une fois. Donc là, 2000, ouais, tu as dit tu commences 2020, donc 2020 jusqu'à 2022, cette formation en alternance. Et ensuite, et en parallèle, donc tu entraînes, tu te formes, j'imagine que tu pratiques, et puis on arrive en 2022, tu es diplômé, qu'est-ce qui se passe? Ouais, bah moi j'avais prévenu le club que c'était pas mon ambition de coacher en club à plein temps, pour plein de raisons. Et du coup, mon ambition, c'était de pouvoir allier du coaching, alors soit en club en temps partiel, donc des créneaux par-ci par-là, et ou un suivi d'athlètes individuels. Et c'est là que j'ai pu lancer mon entreprise, du coup, enfin ma micro-entreprise, où j'ai suivi, enfin je suis du coup, des athlètes sur leurs projets sportifs individuels depuis 2022 du coup. Et pour pouvoir faire ça, je me suis reconverti comme enseignant. Je suis passé d'abord par les maths et j'ai retrouvé mes premiers amours depuis l'année dernière en lycée maritime, en navigation. Donc là, je suis prof de navigation. Si vous avez tout suivi depuis le début, vous êtes chaud. Et coach en triathlon. Et pratiquant, évidemment. Wow, mais il te reste du temps aussi après pour respirer, pour la famille, etc. Bah, c'est une question piège un peu. Oui, en vrai, j'ai toujours réussi à trouver un équilibre parce que c'est important pour moi. Du moins, je pensais parce que je suis depuis pas longtemps célibataire. Mais c'est pas à cause de ça. Donc, je considère que oui, j'ai toujours réussi à allier sport, travail, famille, amis, relations amoureuses, et voilà. Et, euh, et ça s'était toujours très bien passé. Et du coup, quand tu encadres des sportifs à titre individuel, est-ce que c'est un point aussi sur lequel tu appuies? On l'a bien senti hein, depuis presque une heure qu'on discute. Pour toi, il y a le côté équilibre, trouver l'équilibre entre les choses, faire les choses avec passion, aller jusqu'au bout de ce que tu commences, faire les choses aussi avec progression. Tu l'as dit à chaque fois que je te posais des questions, tu disais ça s'est fait progressivement, j'ai commencé par ci et puis par ça, etc. Donc du coup, quand tu encadres des athlètes, est-ce que tu leur dis attends, on va pas brûler les étapes, on va y aller doucement. Déjà, on fixe le cadre, combien de temps tu as pour t'entraîner dans la semaine, quelles sont tes obligations pro, perso, familiales, etc. Et puis, on va construire le plan par rapport à l'objectif, si c'est faisable, et par rapport à tes contraintes, ou c'est all-in et puis il suit le plan, tant mieux, il suit pas, tant pis pour lui. Bien sûr, je pense que c'est ce qui fait que je suis vraiment apprécié en tant que coach. Et je dis pas ça encore une fois pour me jeter des fleurs, c'est les retours que j'ai pour l'instant. Il y a peu de turnover parce que, par exemple, une fille comme Clarisse, bah voilà, je sais qu'elle a un travail, je sais qu'elle a des enfants, un mari, qu'elle va pas pouvoir faire 20 heures de triathlon par semaine et s'en foutre du reste. Donc moi, ma philosophie du truc, c'est vraiment accompagner un athlète dans son projet de vie. Donc son projet sportif, oui, mais il faut que ça colle avec le reste. C'est pas possible de, de mettre la barre beaucoup trop haut si l'athlète en face peut pas suivre. Ça va durer 2 semaines et puis il va me dire bah j'arrête, j'y arrive pas quoi. Tout à l'heure, tu parlais justement du moment où tu as déchanté, quand tu as commencé à naviguer, et puis qu'après, tu as voulu allier passion, travail, sport, etc. Il y a, il y a une question qui revient souvent et sur laquelle on blague souvent, c'est quelqu'un qui fait du sport à haut niveau, on lui dit souvent, ouais, quand est-ce que tu vas trouver un vrai métier? Toi, comment l'ont pris tes parents ou tes proches quand tu as fait ton lycée maritime, quand tu as fait ta formation d'officier en marine marchande, que tu as commencé à naviguer et puis que tu as basculé vers le sport, sachant que en filigrane, tu en as pas parlé, mais je comprends que tes parents, à minima ton père, est déjà sportif. Ouais, mes parents sont très sportifs. C'est eux qui m'ont poussé là-dedans aussi, hein, faut le dire, c'est sûr. Et ben justement, ça rejoint quelque chose dont on a déjà un petit peu parlé, mais le fait de pas écouter les autres, en fait, une fois de plus. Faut pas être fermé d'esprit, c'est pas ce que je dis du tout. Mais en fait, forcément que passer de officier de la marine à coach en triathlon, waouh, bah aux yeux de la famille, des copains, tout le monde te dit mais qu'est-ce que tu fais? T'as fait 5 ans d'études, tu vas pas être entraîneur, c'est trop nul. Mais en fait, tout dépend de ce que vous voulez dans la vie. Si votre métier, vos études, vous vous rendez compte que c'est pas ce que vous voulez, que vous n'êtes pas heureux et que ça vous apporte pas ce dont vous avez besoin, ben arrêtez. Enfin, à un moment, faut pas aller jusqu'à la dépression pour péter un câble et tout envoyer valser. Moi, j'ai réfléchi au fur et à mesure. Je me suis dit, est-ce que ça te rend vraiment heureux de naviguer juste pour le prestige et que les gens disent waouh, il est officier de la marine?
Non, en fait. La réponse, c'est non. Donc, moi, ce qui me faisait vibrer, c'est plus être dans l'humain, accompagner des gens dans leurs projets sportifs, et ça rejoint aussi l'enseignement, puisque là, je suis au contact d'enfants tous les jours. Je transmets ma passion pour la mer, donc c'est différent du sport, mais c'est une autre transmission, et je suis beaucoup plus heureux maintenant qu'à l'époque. Ouais, tu sais que tu es quand même un cas à part parce que c'est connu, les gens qui habitent sur les îles ou les marins, il y en a peu qui savent nager. Il y en a même beaucoup qui ont peur de la mer. Toi, tu es un officier de la marine marchande, tu es ancien nageur, tu es triathlète, enfin, tu es un ovni, quoi. Ouais, c'est vrai que je suis un peu vu comme ça. Enfin, déjà, mes camarades de promo avaient du mal à comprendre comment je faisais et comment j'allais faire par la suite pour faire autant de sport et naviguer. Mais encore une fois, je regrette vraiment pas. Ma formation, elle m'a apporté énormément de choses. C'est ce qui me permet aujourd'hui d'être enseignant en lycée maritime, et c'est super aussi. Et mon volet sport c'est beaucoup développé personnellement et professionnellement, donc c'est super. Après, effectivement, pour rebondir sur ta blague, mon vrai métier, bah, j'ai pas pu être pro en triathlon, c'est sûr. Je me suis posé la question quelques temps, mais je trouve que c'est une question à se poser si vous en avez la possibilité. Mais je trouve que maintenant, c'est vraiment très difficile parce que il y a un niveau vraiment exceptionnel sur tous les formats. Je pense qu'il y avait peut-être un petit créneau à prendre il y a quelques années sur le long, mais c'est plus du tout le cas. Et en fait, je me suis dit, si c'est pour encore sacrifier des choses pour être un mauvais ou un moyen pro, et pas avoir de salaire, avoir peut-être quelques sponsors en plus, mais bon, je me suis dit, encore une fois, je vais pas être plus heureux, donc non. Écoute, j'admire vraiment ton côté très terre-à-terre. Enfin, terre-à-mer, hein, pour continuer dans les blagues. Comment t'encadres aujourd'hui les gens, au-delà de justement les accompagner dans leur projet de vie, mais ça veut dire quoi être coach, être accompagnateur de sportives et de sportifs? Bah, il y a tout le côté professionnel qu'on a appris en formation, mais l'aspect technique, on va dire, donc tout ce qui est mécanique, la gestuelle de chaque sport, le côté physiologique, les filières, les zones d'entraînement, tous les à côté qu'on a pu voir en formation, mais l'aspect mental, la nutrition, et il y a aussi tout le côté, et là c'est ce qui, enfin, pour moi c'est 50% du job, hein, mais tu peux être très bon sur le côté technique, mais si t'es pas bon sur le côté communication, retour des athlètes, prise en compte de leurs problèmes, leurs tracas du quotidien. Alors c'est ce que je dis souvent, hein, je suis ni médecin, même si je m'y connais un peu, ni psychologue, mais voilà, en fait, le fait est que quand t'encadres des athlètes, bah tu peux tomber sur un moment où le gars ou la fille perd un proche en pleine prépa, et c'est arrivé, hein, c'est du vécu, a des tracas amoureux, des tracas dans sa famille, enfin ça peut être plein de problèmes, mais il faut savoir les gérer. Si tu fais vraiment l'impasse là-dessus et que t'es tête baissée dans ta planif, encore une fois, pour moi ça ne mènera à rien. T'as amené où tes athlètes aujourd'hui, celles et ceux que t'as encadrés? J'ai des profils très différents. Moi, mon objectif, c'est de les accompagner dans leurs projets. Donc, il y en a qui me contactent pour décharger mentalement. Je pense à Charlotte, par exemple. À la base, c'était plutôt ça le projet. Donc, c'est-à-dire avoir un guide au quotidien qui leur permet de ne pas avoir à réfléchir à ce qu'ils ont à faire au niveau sport. Alors, évidemment, des séances cohérentes, de progresser dans chaque discipline, etc. Les objectifs évoluent chaque année. Mais à la base, c'était pas forcément pour de la performance, pour un objectif précis, etc. Et puis bon, comme beaucoup d'athlètes, elle est un peu tombée dedans. Mais donc j'ai des profils comme ça, et j'ai des profils qui, dès le départ, te donnent l'ambition. Ils veulent aller le plus haut possible, viser tel objectif, tel 73, faire tel chrono. Et là, tu mets tout en œuvre pour que la planif fonctionne au mieux. Donc je considère que... Alors, je suis pas magicien, hein, je n'aurais pas la prétention de dire que j'ai accompagné à 100% tous mes athlètes vers leur objectif. Mais très honnêtement, sans faire de pub parce que j'en ai pas besoin et pas forcément envie, mais je trouve que, et c'est ce qui me passionne pour ce truc-là encore plus, je trouve que j'ai réussi à amener vraiment la très très grande majorité des gens vers là où ils voulaient aller. Et c'est pour ça qu'ils restent d'ailleurs. Tu travailles à distance, tu travailles en présentiel, et si tu es à distance, tu vas voir tes athlètes, comment ça se passe? Alors,
L'avantage, c'est que je fais à distance, oui. Mais comme je travaille un peu par bouche à oreille, c'est-à-dire que j'ai juste mis un message, coucou, je lance mon entreprise en 2022. J'ai eu 2 athlètes. Et puis après, ça s'est fait que par bouche à oreille. Donc c'est que des gens que je connais plus ou moins et qui sont relativement proches. Donc ce qui est cool, c'est que je les connais, donc j'ai un peu de proximité pour être un peu plus proche d'eux. Je leur parle par vocaux souvent pour essayer de créer une proximité ou les appeler. Et ça me permet de temps en temps de faire une séance avec eux, aller rouler, aller à la piscine, pouvoir corriger des gestes techniques, des postures, etc. Et ça enrichit vachement plus le truc que j'ai eu des propositions en tant qu'athlète. Que le coach qui est à Monaco qui te dit bah ouais, moi je prends 250 balles par mois, par contre bah on se verra pas de l'année quoi. Bon là, je crache pas dessus, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est forcément, t'es forcément moins proche de ton coach quoi. Qu'est-ce que ça t'apporte, toi, en tant que coach, de rencontrer tes athlètes, et qu'est-ce que tu penses que ça leur apporte à eux? Moi, je vais toujours boire, toujours, presque toujours, j'essaye en tout cas, d'aller boire un petit café au début pour se présenter, savoir un peu ce qu'ils veulent, apprendre à les connaître. Donc, je pose des questions techniques, mais leur taille, leur poids, leur âge, leurs ambitions, etc., leur matériel. Et ça permet de créer un lien en fait initial. Mais je trouve que c'est sympa en fait de mettre un visage sur ton coach, ton athlète, et puis en partant de là, le fait d'échanger régulièrement par message, je trouve que ça apporte du lien en fait tout simplement, et c'est essentiel pour moi. Enfin, en tout cas moi quand j'ai un coach, je trouve que c'est important, et du coup j'essaye de leur apporter quoi. T'as ouvert un peu une boîte de Pandore là. Quand toi, coach, t'as un coach, explique-nous. Je pense que je l'ai fait pendant des années. C'est aussi passionnant de s'entraîner tout seul, je parle. Mais ça reste un exercice très difficile parce que moi, ça m'a apporté beaucoup de choses. J'ai énormément appris à me connaître. Et c'est ce qui a fait, je pense, mon année 2025, par exemple, en termes de résultats à mes yeux, très bonne. Par contre, ça reste difficile d'avoir un regard objectif sur soi, de ne pas s'auto-flageller et de savoir se réguler seul. Je veux dire par là que dans une phase de doute, pour X ou Y raison, mais t'as besoin de te rassurer, t'as été malade, t'as été blessé, tu viens de te faire larguer, ça peut être tout et n'importe quoi, c'est difficile de rester dans ta petite zone 1-2, tranquille sur ton vélo et ne pas pousser le curseur. On va pas se mentir. Donc la volonté de tout le monde dans ces exemples-là, par exemple, ça va être de se la coller, de faire une séance de gros porc et de se dire à la fin, ok, ça va, je suis encore capable d'aller vite, je suis rassuré. Et en fait, le fait d'avoir un coach, ça évite toutes ces erreurs-là, mais le gars va te dire, non, demain, tu fais tel truc à tel calibre et tu n'en sors pas. Et si c'est une fois de temps en temps, c'est pas très grave de sortir du cadre, mais si trop souvent, t'as besoin de te rassurer, tu fais n'importe quoi, et tu fais des séances de bourrin, bah en fait, au bout du compte, tu te crames et tu fais des erreurs, quoi, que tu ferais pas si quelqu'un a un regard extérieur et un regard expert, quoi. Ouais, merci Nico de le dire et de le redire, qu'on soit encadré ou pas, hein, même quand on s'entraîne seul ou même quand on est encadré, des fois on sort complètement du cadre et puis on dit oh ouais j'ai fait ce que tu m'as dit. Bon, en même temps il y a pas mal de tracking maintenant pour les coachs entre les montres et autres objets connectés et puis les plateformes qui s'y connectent. Je pense que le coach a de quoi suivre un petit peu l'entraînement de ses athlètes ou alors les pics de forme, les évolutions dans les pics de forme qui sont pas cohérents avec ce que le coach a programmé. Mais ouais, c'est tellement vrai, quoi. Oui, on a tous envie à un moment de sortir de la zone, on a tous envie à un moment de s'en mettre une grosse, on a tous à un moment aussi un petit coup de moins bien et de se dire ouais non, cette séance-là je la fais pas, alors qu'en fait c'était une séance super essentielle. Enfin voilà, soit on a la mesure de se regarder comme une personne externe et puis de s'auto-réguler ou de s'auto-censurer ou de s'auto-fouetter quand c'est nécessaire, soit si on peut pas, qu'on s'attache des services de quelqu'un et à condition d'écouter les conseils qu'on nous donne. D'ailleurs, ça me permet de rebondir sur ce que tu disais, c'est ne pas écouter les conseils des autres. Où est-ce que tu mets le curseur entre justement ne pas écouter, ne pas trop écouter ou juste... savoir à qui se fier? Ah, le piège. Non, c'est une bonne question. Je dirais, en fait, dans la pratique, il y a beaucoup de jaloux.
Donc il y a des gens qui vont essayer de te freiner. Ceux-là, faut pas forcément les écouter. Tu peux entendre ce qu'ils disent, peut-être qu'ils ont raison, et ça permet des fois de se remettre en question. Encore une fois, je dis pas qu'il faut avoir des œillères. Par contre, faire confiance à un coach, moi, en tout cas, mon coach, donc ça a été Basile, un des gars du DE que j'ai choisi à l'époque. Je le connais, j'ai confiance en lui. Alors la confiance, elle peut se gagner aussi, vous me direz, mais je lui ai accordé une confiance totale parce que le gars, il est diplômé, il est pro. Il est sympa, je sais qu'il fait bien son travail, je vois pas pourquoi j'écouterais pas ses conseils, en fait. C'est la différence entre des conseils de pro et un jaloux, un rageux, encore une fois, qui va te dire ouais, de toute façon, t'iras jamais plus loin dans le tri, t'as fait Hawaï, c'est bon, c'est fini, quoi. Et si on prend par exemple les conseils des parents ou des proches, parce que souvent ils te veulent pas de mal, où est-ce que tu mets le curseur? Et notamment, je sais pas, si on prend ton père qui est sportif, s'il te dit écoute là, franchement Nico, tu déconnes, t'en fais trop. Ouais, c'est plus t'en fais trop que t'en fais pas assez. Où est-ce que tu mets le curseur pour dire non mais écoute papa, soit je sais ce que je fais, soit mon coach il sait ce qu'il fait, soit cette reconversion, je sais ce qu'il me faut, je sais que c'est ce qu'il me faut. Enfin tu vois, où est-ce que tu mets le curseur à ce moment-là? En fait, tu le mets où tu veux. Non, mais très sérieusement, moi, c'est ce qui m'anime depuis toujours, mais je pense que j'ai cette folie en moi qui régnera toujours et l'aspect rêve qui me permet de placer le curseur où je veux. Je m'en fous, enfin, j'essaye d'apprendre à m'en foutre du regard des autres. Mais parfois, il faut savoir garder son rêve pour soi, savoir où on va et pas forcément se dire ou se répéter chaque jour ah ouais, mais lui, il m'a dit que j'y arriverais pas, il a peut-être raison. Faut pas penser à ça, sinon vous faites rien en fait, vous restez dans votre canapé. Des fois, faut rêver très grand. Faut se dire qu'on va aller à Hawaï, faut se dire qu'on va faire embrun, qu'on va gagner telle ou telle course, et ça va arriver. Enfin, ça me fait penser à Michael Jordan qui dit que faut jamais penser à l'échec. Lui, en fait, il abordait un match ou un tir, il pensait jamais une seule fraction de seconde à l'échec. Sinon, une fois sur deux, tu rates. Pour gagner un triathlon aujourd'hui, si tu doutes sur la ligne de départ, mais tu peux pas gagner. T'as déjà perdu. Écoute, c'est beau. Je garde ça en citation de l'épisode parce que franchement, j'adore. Écoute, on avance un petit peu dans l'épisode et on arrive quasi à la fin. Est-ce qu'il y a un sujet que tu aurais voulu aborder, une question que je t'ai pas posée? Tu m'as pas demandé ma plus belle année de tri, mais je pense que ça peut valoir le détour parce que c'est quand même intéressant. Allez, vas-y. Parce que du coup, je trouve que j'ai quand même maintenant un peu de recul, sans faire le vieux crouton du triathlon. Mais voilà, ça fait 10 ans que j'en fais, quoi. Je suis passé un peu par toutes les méthodes. J'ai traversé des périodes de ténèbres, on va dire. Pour le nommer, du coup, en 2023, fracture du col du fémur. Donc encore une potentielle raison de mettre fin à ma carrière. J'y ai pensé, je vous le cache pas. Et en fait, de voir à quel point le corps et l'esprit sont magnifiques et permettent de rebondir 10 fois plus haut, c'est que 2024 et 2025, c'est mes plus belles saisons de très loin. Et 2025 en particulier, j'ai réussi en priorisant du coup l'aspect plaisir, famille et relations amoureuses, à beaucoup moins me prendre la tête et à performer encore plus que jamais. Donc, pour moi, ça a été vraiment une année magique. C'est que grâce à ma connaissance de moi et tout ce que j'ai appris, je trouve que j'ai réussi à... Ouais, c'était vraiment une année magique, quoi. J'ai réussi à gagner des triathlons que j'aurais jamais pensé gagner. Et j'ai repensé à toutes les fois où j'ai douté, toutes les fois où on m'a dit... ouais, que... Enfin, pas forcément qu'on me l'ait dit, mais j'ai senti le peu de confiance en moi qu'avaient les gens, en fait. Encore une fois, l'aspect frein, et je pense que c'est typiquement français aussi, mais toutes les fois où ouais, je me suis dit, ouais, ils ont peut-être raison, peut-être que j'irai jamais plus loin, et en fait, vraiment, ça dépend de vous, quoi. Ouais, écoute, c'est ce qu'on appelle en prépa mentale les croyances limitantes. Hein. C'est exactement ça. Mais du coup, pour rebondir sur un petit détail que t'as dit, je fais un petit coup de pub pour Benoît, il va être content. Mais t'as dit que Embrun était le tri le plus dur de France. C'est un autre triathlon extraordinaire que je recommande et que j'avais surkiffé en 2021. Mais j'ai gagné du coup l'Altriman l'année dernière, fin 2025. Et c'est censé, alors cette année il a été un peu raccourci à cause d'orage,
pas de bol, mais c'est censé être beaucoup plus dur qu'Embrun. Il y a 5000 de dénivelé en vélo et 1500 de dénivelé sur le marathon. Ouais, c'est vrai qu'il est aussi catégorisé dans les difficiles. Mais bon, tu sais, moi, je suis un vieux de la vieille, un vieux du triathlon. J'ai commencé le tri en 95. Donc, pour moi, ça reste toujours Embrun. Ouais, je comprends parfaitement. Ça, franchement, les deux ont le mérite d'être connus. Mais ouais, petite pub pour l'Altri parce que c'est vraiment une course exceptionnelle que j'ai partagée avec Lenny cette année. Mais c'est magnifique. Vraiment, l'endroit est très beau, le parcours super et c'était une autre belle épreuve. Avec un esprit que j'aime aussi, encore plus lié à la nature. Et j'ai pas parlé de ça non plus, mais en fait, j'ai trop de choses à dire. Mais l'aspect beaucoup moins business qu'il y a maintenant dans Ironman et qui me plaît beaucoup moins. Ouais, mais ça, c'est un peu souvent le sujet. Après, ils ont quand même le mérite chez Ironman de faire des belles choses et puis d'avoir tellement démocratisé le triathlon. Enfin, s'il n'y avait pas eu Ironman, toute sa patate et tout son argent, le triathlon ne serait certainement pas là où il en est aujourd'hui. Je suis entièrement d'accord. Je suis très content de ce qu'ils proposent, etc. Mais je trouve que c'est un peu des forceurs et que moi, c'est ce qui fait que j'en ai pas fait depuis quelques années. C'est que il y a un moment, faut pas nous prendre pour des débiles pour rester poli. Pour exemple, quand même, Hawaï, ça a doublé. Hein. Le prix de la qualification a doublé, qui est maintenant plus qu'un SMIC. Mais maintenant, si on parle des trias en France et puis des tri vachement sympas, moi je le fais systématiquement, mais petite promo pour un autre Nico Hauptmann, qui organise le triathlon de Haute-Marne. Et c'est un triathlon, tu as tous les formats du S au XL. Et encore une fois, j'encourage tous ceux qui ne connaissent pas à aller y faire un tour. Ça se déroule au mois de juillet. Et on n'est pas sur un triathlon extrême, on n'est pas sur un triathlon parmi les plus durs de France, mais on est sur un triathlon avec l'esprit familial, où justement, ça te coûte pas une blinde de prendre un dossard, et par contre tu y vas, tu t'éclates, tu passes un super week-end, et puis seul ou en famille ou entre potes, quoi. Donc à voir. Nico, le podcast s'appelle Devenir triathlète, et du coup j'en profite pour sortir ma question signature. Toi qui as commencé le triathlon un peu plus tard, qui t'es mis les deux pieds dedans, qui maintenant le pratique et puis le transmet tout en entraînant, en accompagnant des athlètes, à ton avis, c'est quoi ton meilleur conseil pour devenir triathlète ? En vrai, j'ai même pas forcément préparé cette question, bizarrement, mais honnêtement, lancez-vous et soyez fous. Ça me fait penser à une citation, mais j'avais lu La folie est la seule chose qu'on ne regrette jamais. Mais franchement, pour le tri, c'est ultra vrai. Enfin, en fait, attendez pas d'être prêt parce que sinon vous le ferez jamais. Si vous savez flotter, vous avez déjà fait du VTT et vous savez à peu près courir, mais inscrivez-vous. Et maintenant, ça commence par là. Faut pas s'entraîner en premier, faut cliquer en premier parce que c'est dans un an qu'il faut s'inscrire. C'est clair. Écoute, merci beaucoup Nico. Dernière petite question, où est-ce qu'on te retrouve, qu'on te suit, qu'on t'encourage, qu'on te contacte si on veut en savoir plus ? J'ai une page Instagram qui est plutôt active, où je partage pas mal de choses sur ma vie, on va dire, mais c'est sport-dreamers76. Justement par rapport j'ai pas à me justifier, mais par rapport au fait de rêver du sport tout simplement. J'ai un compte Strava et puis d'actifs c'est à peu près tout. C'est plutôt Insta et Strava, je dirais. Je sais pas si tu penses à autre chose, mais écoute, c'est déjà pas mal, hein. De toute façon, je remettrai les liens dans les notes de l'épisode, et puis comme ça, s'il y en a qui veulent continuer la discussion avec toi, ils cliqueront sur les liens et puis ils échangeront. Ne pas hésiter. Super. Écoute, Nico, merci beaucoup. Je valide, hein, Clarisse, tu avais raison. C'était un bon moment que j'ai passé avec Nico et je ne peux que te recommander, évidemment. C'est très gentil. En vrai, plaisir partagé. Depuis le temps que j'avais envie de donner mon avis, voilà, je l'ai partiellement donné. Ça fait quoi de passer de l'autre côté du micro ? Ça fait un peu peur, mais j'aime bien. Bon, écoute, j'espère que c'est le début d'une longue série, que maintenant tu vas pouvoir prendre le micro à tire-larigot et puis partager sur ton expérience et surtout sur ta façon d'entraîner et puis tes réussites. Parce que j'imagine que pour toi, quand tu encadres des athlètes et qu'ils atteignent ou pas leur objectif, mais en tout cas que le chemin, le voyage soit accompli, c'est une réussite, non ? Oui, tout à fait, franchement, c'est ce qui fait que ce métier est trop cool, mais c'est hyper flatteur et aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup des métiers comme ça, où il y a de la reconnaissance. Mais à la fin de la saison, quand t'as un petit mot de ton athlète ou que tu sens qu'il a réussi son objectif et tout, c'est cool, quoi. Tu te dis j'ai servi à quelque chose dans ma vie, quoi. Alors qu'aujourd'hui il y a des métiers,
j'ai pas envie de critiquer ou de nommer, mais il y a des choses, on se dit, mais à quoi ça sert ce truc et pourquoi je fais ça? Donc c'est clair que c'est sympa et sur le fait de continuer à donner mon avis, en vrai, avec plaisir, parce que là, c'est vrai qu'on n'est pas forcément rentré dans des détails d'expert de l'entraînement, mais ouais, moi, ça m'intéresse l'aspect scientifique, au contraire. Hein. Écoute, je prends bonne note. Merci encore, Nico. Bonne continuation. Et puis, à très bientôt, peut-être un de ces quatre en Normandie, quand je passerai faire un coucou à mes beaux-parents à Rouen. Merci beaucoup à toi, n'hésite pas et avec grand plaisir. C'était Devenir triathlète. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Alors si ça vous a plu, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn et Facebook. On se rejoint maintenant sur devenirtriathlète.com. Vous allez retrouver l'ensemble des épisodes, mais aussi des outils, des ressources et des conseils gratuits pour débuter, progresser ou performer en triathlon. Si vous avez une idée d'invité, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Alors, n'hésitez pas, on se retrouve tout de suite sur devenirtriathlète.com. Salut les sportifs!